Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nouvelle nuit de cauchemar en Israël après des tirs de missiles iraniens. Le bruit assourdissant des explosions, les images des flammes immenses dans le centre du pays et surtout les victimes, 4 morts, plus de 80 blessés. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, c'est sans doute l'attaque la plus massive et la plus violente de l'Iran depuis le début du conflit jeudi dernier. Frédéric, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Oui, le bilan de cette attaque de missiles survenue aux alentours de 4 heures du matin, heure locale, s'est alourdi. 4 personnes tuées par des missiles qui se sont abattus sur la ville de Petah Tikva, l'une des localités les plus peuplées du centre d'Israël. On déplore un mort également dans la ville de Bnei Brak, l'une des banlieues de Tel Aviv. À Haïfa, dans le nord du pays, les secouristes recherchent activement 3 personnes portées disparues sous les décombres d'un immeuble d'habitation. En tout, plus de 70 blessés ont été hospitalisés, parmi lesquels une jeune femme très grièvement atteinte. C'est donc la population civile qui est visée par l'Iran. En réponse, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, menace les habitants de Téhéran, a-t-il déclaré ce matin, en paieront bientôt le prix. Alors Frédéric, vous avez vous-même passé une partie de la nuit dans votre pièce sécurisée avec votre famille. Comment s'organise le quotidien pour vous qui êtes sur place ? Eh bien, écoutez, voilà 4 nuits consécutives que la population israélienne est réveillée au beau milieu de la nuit ou juste avant l'aube par les alertes qui annoncent l'imminence d'une attaque de missiles. L'application de la défense passive nous prévient un quart d'heure plus tôt environ qu'une salve de projectiles se dirige vers le territoire israélien en nous recommandant de rester à proximité des espaces protégés ou des abris publics. Lorsque les sirènes retentissent, nous disposons d'un peu plus d'1 minute pour nous y rendre et nous devons attendre patiemment le message nous annonçant que nous pouvons en sortir. Au-delà de ces tirs de missiles souvent meurtriers, donc tous les aspects de la vie quotidienne en Israël sont impactés depuis l'instauration de l'état d'urgence il y a 4 jours. Les établissements scolaires et les universités sont fermés, les cours se donnent à distance, les rassemblements sur la voie publique ne sont pas autorisés, les transports en commun ne fonctionnent presque plus, de nombreux commerces, restaurants ou cafés sont fermés et le trafic aérien est totalement interrompu alors que la voie aérienne est quasiment le seul moyen de se rendre en Israël ou d'en sortir. Merci beaucoup Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Prenez soin de vous, soyez prudents. L'Iran parle de son côté d'un succès de cette attaque. Téhéran qui annonce ce matin avoir pendu Ismaël Fekri. Il a été arrêté en 2023 et reconnu coupable d'être un agent du Mossad. Alors ce conflit entre Israël et l'Iran sera au cœur du G7 qui s'ouvre aujourd'hui au Canada. Donald Trump est arrivé sur place cette nuit. Le président américain qui appelle les deux belligérants à trouver un accord, mais qui prévient si l'Iran s'en prend aux États-Unis, la puissance des forces armées américaines s'abattra à un niveau jamais égalé auparavant. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les Américains disposent de plusieurs bases au Moyen-Orient et ils ont les moyens de répondre aux éventuelles attaques de Téhéran. Oui, et les chiffres sont impressionnants. 40 000 à 50 000 soldats répartis dans 19 bases. La plupart sont dotés de systèmes de défense aérienne et antimissiles et une poignée d'entre elles jouent un rôle capital. Par exemple, la base de Al-Udeid au Qatar, elle accueille quelques 10 000 hommes, une centaine d'avions et de nombreux drones et elle sert de quartier général avancé au commandement central américain, le CENTCOM. Autre exemple, la base navale américaine de Bahreïn qui héberge la 5e flotte de l'US Navy, la base émiratie de reconnaissance aérienne de Al-Dafra et la base aérienne de Erbil dans le Kurdistan irakien, à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Iran. Les États-Unis disposent également de plusieurs destroyers en Méditerranée orientale. L'un d'entre eux a abattu en début de week-end de nombreux missiles iraniens qui se dirigeaient vers Israël. Enfin, la Navy dispose de 3 porte-avions qu'elle peut redéployer au besoin. L'USS Carl Vinson dans la mer Arabique, l'USS Nimitz dans l'Indo-Pacifique et l'USS George Washington qui vient juste de quitter le Japon. À noter enfin que 6 bombardiers B-2, un tiers des effectifs américains, auraient été déployés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Ils transportent des bombes GBU-57, les seules en mesure d'atteindre les infrastructures souterraines du programme nucléaire iranien. Rémi Amalvi aux États-Unis pour Europe 1. Et tout le monde souhaite que les discussions reprennent, a déclaré Emmanuel Macron à propos de la situation entre l'Iran et Israël, notamment parce que les conséquences économiques du conflit vont avoir des répercussions dans le monde entier. Oui, car l'Iran est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Depuis les premiers bombardements israéliens dans la nuit de jeudi à vendredi, le cours du baril de Brent s'est envolé de plus de 10%, passant la barre des $74. Et plus inquiétant encore, Barthélémy Philippe, le régime iranien a la main sur le fameux détroit d'Ormuz.
d'Ormuz qu'il menace de bloquer, ce qui serait un cauchemar pour l'économie mondiale. Oui, car c'est par ce détroit que transitent 20% des échanges mondiaux de pétrole et même un quart du gaz naturel liquéfié. Les yeux du monde entier sont donc braqués sur ce couloir maritime de 55 km, porte d'entrée du golfe Persique, comme l'explique Olivier Gantois, président de l'UFIP. Dans l'hypothèse où il y ait un conflit mondial, il y aurait certainement des tentatives de certains de neutraliser les transports au niveau du détroit d'Ormuz, qui est le point de passage obligé pour sortir du Golfe et distribuer du pétrole soit en Asie, soit en Europe. Sans surprise, le pouvoir iranien annonce que la fermeture du détroit est à l'étude en complément de la riposte militaire. L'Europe serait très exposée puisqu'une partie importante de ses importations de gaz et de pétrole viennent d'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar. Dans ce scénario noir, les coûts de l'énergie s'envoleraient avec des répercussions sur toute l'économie. Une flambée du prix à la pompe, le retour de l'inflation et un nouveau choc pour les secteurs de l'économie énergivore comme l'agriculture, l'industrie et les transports. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Allez, dans un instant, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre menacé d'une fatwa islamique. On en parle sur Europe 1. Europe 1. On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir. Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pensez à covoiturer. 7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 8h08 sur Europe 1, la suite du journal Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. C'est Bruno Retailleau qui a donné l'alerte. Le ministre de l'Intérieur vient de déposer plainte contre un imam de l'Essonne. Oui, quelques semaines après la publication du rapport choc sur les frères musulmans, une nouvelle démonstration d'entrisme islamiste. C'est une information Europe 1. L'imam Nourdine Aoussat, qui officie à la grande mosquée de Massy, a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il menace l'ancien Premier ministre Gabriel Attal de lancer une fatwa contre lui, Jean-Baptiste Marty. Oui, dans cette vidéo tournée sur son portable, l'imam s'en prend directement à l'ancien Premier ministre et le menace. Mon propos s'adresse à Gabriel Attal. Vous nous poussez à une fatwa, un avis religieux qui n'a jamais été pris par aucun imam depuis ces 25 dernières années. Le tort de Gabriel Attal, vouloir interdire le voile pour les moins de 15 ans dans la rue. Pour cet imam, l'État n'a pas le droit de s'attaquer à un vêtement religieux, des propos qui pourraient entrer sous le coup de la loi sur le séparatisme. L'État n'a pas à dicter de règles ou de lois qui concernent la foi et la religion, tout comme les religions n'ont pas à dicter de règles ou de lois à l'État. Pourtant, cet imam qui se présente comme libre se mêle bien de politique. À ses yeux, Gabriel Attal, je cite, fourre son nez dans une surenchère islamophobe. Il appelle même les musulmans à se mobiliser lors des prochaines élections pour le battre dans les urnes. Gabriel Attal, au courant de ces menaces, n'a pour le moment pas engagé de poursuite judiciaire. Jean-Baptiste Marty. Et puis, poussée de stress ce matin pour plus de 530 000 élèves de terminale et leurs parents. C'est le début du bac philo aujourd'hui. Avec la traditionnelle, effectivement, épreuve de philosophie. Bonjour Maximilien Carlier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Lille, vous êtes devant le lycée Fénelon où les élèves planchent depuis 9 minutes maintenant sur cette épreuve de philo. Exactement, ils sont devant leur copie avec pièce d'identité, convocation sur les tables, gourdes, compotes, fruits secs également pour tenir durant cette épreuve de philosophie. Alors, certains élèves rencontrés ce matin étaient plutôt sereins, mais d'autres avaient clairement la boule au ventre. Un peu stressé, on ressent un peu la pression puisque voilà, c'est l'épreuve du bac, on nous dit ça depuis qu'on est au collège, oui dans quelques années c'est le bac et là ça y est on y est et du coup c'est un peu stressant, ça reflète un peu toute ma scolarité donc du coup ça fait un peu peur sur le coup mais je pense que ça devrait aller. Ça va, pas trop stressé, à part ça, on a révisé, on est serein. Ah, philosophie c'est un peu compliqué parce que c'est très vague comme sujet. Philosophie comme je me débrouille un peu en culture générale et tout ça, j'arrive à trouver des solutions. Dissertation ou commentaire de texte au choix pour ces élèves de terminale, une épreuve de philosophie qui va durer 4 heures, mais à voir si certains, moins inspirés, décident de sortir avant midi. Merci Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Et merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans